Bienvenue tout le monde. Donc, mon nom c'est François Xavier. Je suis, comment dire, qui suis-je? Spécialiste et guide chez Caravanier, en particulier pour les Rocheuses canadiennes. Donc, ça va me faire un plaisir ce soir de vous décrire un peu l'offre qu'on prévoit pour l'été 2023. J'attendais 37-38 personnes. On est aux 2 tiers. Je vais encore me donner du temps. Donc, c'est ça. Pour faire une histoire courte, ça fait quelques années qu'on opère l'Ouest chez Caravanier depuis la super pandémie 2020. On a remis ça, si vous voulez, à l'horaire. On a vraiment créé des voyages originaux dans l'Ouest. Et ça a évolué depuis. Donc, 21, ça a été une belle saison. 22, une très belle saison. Et là, 23, on la voit différemment. Donc, ce soir, je vais vous parler de l'angle 2023 en fonction de toute l'expérience qu'on a eue antérieurement qui nous permet d'arriver là à peaufiner d'année en année nos circuits. Donc, je vais commencer. On est 24 personnes. On y va. Donc, je vais partager mon écran. Et puis, sachez, là, juste avant que je fasse ça, qu'on est en mode webinaire. Ça veut dire quoi dans l'univers Zoom? Ça veut dire que, en fait, vous m'entendez, j'imagine, mais moi, je vous entends pas. Donc, c'est super important. Si vous voulez me poser des questions, allez en bas, dans la zone, ouais, tant mieux. Donc, dans la zone Q&R, donc questions et réponses. Vous pouvez formuler votre question comme ça. Moi, je vais les voir, je vais les regarder une fois de temps en temps. Puis, j'y répondrai quand je prendrai des petites pauses. Donc, soit que j'y réponds à l'écrit ou soit que j'y réponds en parlant. Donc, comme ça. Puis si vous voulez m'encourager, y a-t-il une zone chat là-dedans? D'habitude, il y a une zone chat, là, si vous voulez, pour juste s'échanger. Mais allons, concentrons-nous sur le Q&R. Donc, je vois les petits pouces. OK, excellent. Donc, attention, première étape, partager son écran. Oui. Et là, je vais avoir besoin que quelqu'un me confirme que vous voyez bien le plein écran. Donc, que vous voyez pas l'espèce de... Oui, thumbs up. Parfait. OK, c'est plein écran, l'Ouest canadien, excellent. Excellent. Donc, d'ailleurs, c'est une très belle photo. On commence avec celle-là. Les Ten Peaks et le lac Morin. Donc, on est autour de Lac Louise ici. Donc, ce soir, ce que je vous présente, c'est principalement nos 3 circuits, on va dire matures. Donc, les Rocheuses sauvages, Wells Grey en Colombie-Britannique et les Rocheuses en mode Dolce Vita, donc version confort et, on va dire, épicurienne de l'Ouest canadien. Donc, je me présente. Voici un peu mon topo. Donc, avant d'être dans le Caravanier, au tout début quasiment de ma carrière de guide, eh ben, j'ai travaillé dans les Rocheuses. Donc, j'ai passé des étés complets là-bas à travailler pour une entreprise qui s'appelle Windigo, qui est un réceptif. Et puis, j'étais basé à Kenmore et puis j'ai fait de nombreux circuits dans toutes les variantes selon multiples agences européennes. Donc, j'ai pu vraiment acquérir, on va dire, mon expertise dans l'Ouest là-bas. Puis après ça a été des voyages sporadiques entre euh, une agence que j'ai roulée pendant des années, Terra Ultima, puis maintenant Caravanier, donc plusieurs circuits, mais où j'allais genre juste un séjour, puis je revenais. Donc plusieurs séjours en 2008, puis là je marque 2021, je me rends compte que ce diaporama-là n'est pas à jour. Mais en fait, je l'ai mis à jour, mais pas cette vignette-là, donc c'est jusqu'à 2022, parce que l'année passée, j'ai quand même pas resté quasiment 8 semaines dans l'Ouest, là. Donc voilà un peu le topo. Et puis, moi, je suis dans Caravanier depuis seulement 1 an et demi. J'ai joint l'équipe d'experts voyage en juin 2021. Donc, j'ai un passé dans une agence qui s'appelle Terra Ultima.
Québec. Et puis, j'amène mon expertise dans le sein de l'équipe. Donc, Caravanier, ça fait maintenant presque 25 ans qu'on existe. On a une expertise un peu partout dans le monde. Donc, je pense que vous devez certainement nous connaître. Eh bien, l'Ouest canadien, c'est relativement récent à l'échelle de Caravanier, mais pas à l'échelle des individus qui l'encadrent. Mettons ça comme ça. Caravanier, c'est une agence donc québécoise, fondée en 98. Puis, c'est une agence aussi qui a un regard particulier sur le voyage, donc essaie de faire toujours. On peut pas faire un itinéraire banal. Donc, à chaque fois qu'on a une idée, parfois on la met sur table, mais elle est contestée par plein de gens. On la remet, on se dit non, on va là, pourquoi on va là, donc, on sélectionne vraiment les destinations. On essaie de toujours aller vers l'originalité, de jamais tomber dans la banalité ou de pas s'asseoir sur son steak. Parce que là, on pense que c'est confortable d'aller là, puis on est habitué. Donc, on remet toujours en question nos idées pour que ça soit toujours un peu original. Il y a une implication aussi écologique. Donc, on essaie d'agir parce que bon, on s'entend que le tourisme a quand même sa part de pollution. Donc, on essaie de compenser au maximum par des crédits carbone l'empreinte qu'on aura dans l'Ouest canadien et sur toutes nos destinations. Donc, on est très sensible à ça. On essaie de se distinguer par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, ici, photo service client plus. Aussi, on a beaucoup de guides qui ont plusieurs années d'expérience. Je vais commencer à me qualifier comme ça. Peut-être une vingtaine d'années là, que je parcours la planète et l'Ouest. Donc, je niaise un peu avec service client plus, mais on essaye de garder ça en tête quand même. Le petit team de l'Ouest, nous voici. Ça, c'est en jouant une game de frisbee à Kenmore. Donc moi j'ai plus 30 ans, mettons, avec ces boys-là, donc c'est rushant, mais c'est quand même c'est le thème avec que je partage. En fait, c'est nous qui couvrons les destinations de l'Ouest. Donc essayer de rester jeune et en forme, c'est notre devise. Il faut toujours être à l'affût de ça. Alors je présente FX moi-même, François-Xavier, Alexandre au centre et puis Will à top qui est à droite. Donc on est tous des guides qui ont passé par les écoles, donc l'ACMG, je sais pas, vous connaissez l'Association canadienne des guides de montagne. Donc c'est une certification qui est donnée dans l'Ouest canadien à Kenmore ou à Squamish. Donc c'est très poussé, c'est le plus haut niveau de certification pour nous autoriser à guider dans les parcs de l'Ouest canadien, donc les parcs nationaux. On a aussi le Interpretive Guides Association, donc IGA si vous voulez, qui est une nécessité donc pour guider dans les parcs nationaux. Donc ça, c'est pour certifier qu'on a la compétence et les connaissances pour tout ce qui est interprétation. On est chapeauté par Aventure Écotourisme au Québec, puis on est certifié aussi Sirius Medicine, donc c'est un cours de premiers soins en région éloignée de 80 heures, donc on est des premiers répondants. Donc ça, c'est très important dans l'Ouest, c'est très important aussi à l'étranger sur nos autres destinations, mais particulièrement dans les Rocheuses canadiennes. C'est by the law une obligation. On a aussi, bon, ça je vous présente une super van, la photo n'est pas top, mais nos voyages, il faut savoir, c'est de type road trip. C'est pas mal tout ça pour l'ensemble des circuits que je vais présenter à ce soir. Donc la van devient un acteur important dans nos voyages, puisque c'est un peu notre camp de base ambulant pour la durée complète du séjour. On a toutes les accréditations, ou si vous voulez, les permis pour pouvoir transporter des passagers dans l'Ouest. Donc on travaille avec un collaborateur, si vous voulez, qui est une amie très proche de moi. Donc voilà, donc au niveau des permis de transport et tout, c'est super important. Donc voilà un peu l'aspect légal, technique, expérience. Sinon, on rentre dans le vif du sujet. Les destinations. Donc ce soir, je sais pas, je vais essayer d'être efficace. Ça se peut que je me rende pas complètement à droite, mais je vais essayer quand même de faire un petit topo. Donc 4 destinations, 4 voyages. Donc les Rocheuses sauvages, j'ai mis des étoiles je sais pas si vous voyez bien avec vos écrans la distinction des couleurs, mais ce sont les points, on va dire les points d'intérêt particuliers de chacun des voyages. Donc, si on regarde ça globalement, on voit qu'on se concentre finalement principalement sur la chaîne des montagnes rocheuses, donc celle qui sépare l'Alberta de la Colombie-Britannique. On va peu sur la côte ouest. On pourrait très bien faire des super affaires sur la côte ouest. C'est juste que on a décidé de manière éditoriale à se concentrer là-dessus.
notre connaissance du terrain, elle est principalement plus dans le cœur des montagnes. Donc, c'est pour moi, je voulais absolument finalement me concentrer là-dessus. Voilà. Donc, attendez 2 secondes, j'ai des questions, ça me déconcentre. J'y répondrai. Je sais que j'ai quelqu'un qui vient de me poser une question. Ce sera pas long, excusez, petit problème de Python. Donc, vous voyez que globalement, là, si on résume tout ça, Rocheuse sauvage, c'est un voyage qui est plus en hébergement type refuge. HI, donc ça c'est Hosteling International, donc c'est une version abordable, disons, de l'hébergement dans l'Ouest qui est rendu, comment dire, très coercitif en termes de prix maintenant. Donc, c'est un axe principalement sur le cœur des Rocheuses. On part Calgary puis on monte jusqu'à Jasper. C'est vraiment cet axe-là. Rocheuse sauvage, pardon, Dolce Vita, on fait une espèce de grande boucle. On va tout au sud, Waterton, on monte dans Kananaskis, on va dans Glacier National Park, puis on vient vers le parc de Banff. Donc, c'est une espèce de grande boucle depuis Calgary aller-retour. Wells Gray, lui, est comme à part. On est dans l'univers volcanique des Rocheuses canadiennes. Donc, on n'est pas dans la chaîne des Rocheuses en tant que telle. On est à l'ouest des Selkirk. Donc, c'est une région surprenamment volcanique. C'est la zone de fraction, si vous voulez, des plaques tectoniques. Donc, on est au cœur de la Colombie-Britannique. Puis, c'est géographiquement pas mal plus concentré puisque Wells Gray, c'est un parc national. Aller-retour depuis Kamloops. Et puis le petit dernier, Valhalla Boogaboos, donc c'est une boucle arrivée sur Kelowna, dans la vallée de l'Okanagan, puis on passe vers le sud, la route 3 magique, on va sur Valhalla, puis ensuite les Boogaboos, un paradis de granit vertical, puis on finit ça à Calgary. Donc, on voit un peu globalement où on se situe pour les 4 circuits qu'on propose. Rocheuse sauvage, on commence avec ça. Ça a été longtemps la photo emblématique de la première version de 2020. Je la trouve très inspirante. Glacier Saskatchewan avec une randonneuse qui regarde le plus grand glacier, on va dire territorial ou continental, à l'exclusion du Yukon. Là. Donc, c'est le plus grand glacier des Rocheuses canadiennes, le glacier Saskatchewan. On commence le tout à Kenmore. Donc, Kenmore, c'est un peu la ville juste avant Banff. On est à l'extérieur du parc national. On est en hébergement HI, comme je le disais. Donc, si vous voulez, HI, là, c'est un peu des auberges de jeunesse, mais pas tout à fait dans la perspective peut-être que vous peut-être l'avez en tête. C'est donc juste parce que j'ai souvent des salles de bain à part, mais ça reste qu'il y a des très beaux lieux communs comme ça. Les chambres sont basique, mais très propre, très correct. Et on parle surtout d'un coût d'hébergement quasiment coupé de moitié par rapport à un hôtel moyen. Là. Donc, on a misé là-dessus et ils sont surtout très bien situés géographiquement, entre autres celui de Kenmore, qui est un peu à l'extérieur de la ville, en face de ces 3 petites montagnes-là qu'on appelle les Three Sisters. Donc, on sélectionne aussi l'hébergement pour l'ambiance, puis la situation géographique. Parce que Rocheuse sauvage, on n'a pas pitché le nom comme ça au hasard. On essaie de garder cette connotation-là tout le long du séjour. Donc, c'est bien important. On essaie d'avoir une corrélation. Donc, on commence notre séjour à Kenmore. Puis, on arrive à Calgary, puis on fly directement à Kenmore. Calgary, ça nous intéresse pas vraiment. J'ai rien contre Calgary, mais c'est pas l'esprit des Rocheuses sauvages. Donc, des treks optionnels là-bas, on s'est pas décidé. C'est toujours le guide qui a un peu le dernier mot là-dessus. Ça peut être Grotto, ça peut être Lady McDonald's, ça peut être ici on voit Alling. Ce sont des treks juste pour comme un peu donner une première vision vue sur l'ampleur de cette chaîne de montagnes-là, en particulier aussi autour de Kenmore, où on est encore entre le foothill, les hautes plaines, puis le cœur des rocheuses plus hautes. Donc, c'est juste comme une mise en jambe, si vous voulez. Et puis, ça reste aussi que Kenmore, c'est une ville super sympathique où on va passer un peu de temps. On bouge ensuite vers le parc national de Yoho. On est environ là, vous savez, c'est l'axe de la 1, la transcanadienne. Donc, c'est des déplacements qui se font quand même très bien, toujours avec notre super véhicule, que le guide, que ce soit moi, Will, Alex et autres, que l'on conduit. Donc, on fait conduite, on fait cuisine et on fait l'encadrement et la gestion de toute la logistique. Donc, Yoho,
accès rapide. On va dans le parc au cœur en fait, on n'est pas loin du Emerald Lake. Donc, on voit ici avec le mont Burgess. Donc, pour certains Zumismat, peut-être, donc des collectionneurs de billets, cette vue-là, en fait, était sur le billet de 10 de la version 1954 avec la reine Queen Elizabeth. Donc, c'est un lieu quand même super important du Canada. Et aussi ici, les chutes Takakau, donc Takakau Falls, et ces fameuses chaises rouges que je pense que c'est Parc Canada qui a lancé ça il y a peut-être une couple d'années. Et puis, ces chaises rouges-là en duo sont devant les plus beaux sites naturels du Canada. Il y en a, je pense, 900 dans le pays au complet. Puis c'est un peu comme une game de les collectionner, les prendre en photo, les mettre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est facile de rentrer dans ce jeu-là. Donc, quand vous voyez des chaises rouges comme ça veut dire que c'est un highlight de notre beau pays. Voilà. Donc, la randonnée qu'on propose en fait, une randonnée de 3 jours. Donc, c'est en immersion. Si vous voulez, on commence tout de suite à aller dans le territoire. C'est une grande boucle qui passe par Iceline et qui va aller vers Twin Falls et puis Takakau. Donc, on est dans le parc de Yoho au cœur. On va faire deux nuitées en hébergement en refuge. Et puis, donc, on commence déjà l'aspect un peu plus backpacking, si vous voulez, voire même backcountry, puisqu'on sera des fois même hors sentier. Donc, Iceland ici, ça le dit, c'est la ligne de glace qui s'est retirée. Donc, on passe juste au pied des glaciers. On est au-delà de 2300 mètres. C'est superbe. Donc, déjà, sur cette perspective-là, les chutes Takakau paraissent déjà loin et presque petites. Et on est vraiment tout de suite, vous voyez, après 2-3 jours, déjà dans une immersion d'un paysage complètement rocheux et glaciaire. Donc, moraine, glacier, tout ça fait partie un peu de la géomorphologie qui se représente là, dans cette étape du voyage. Donc, on se rend au bout de cette longue randonnée. C'est autour de toutes les distances, les détails, je rentre pas là-dedans aujourd'hui, c'est plus donner l'ambiance, mais vous pouvez les voir sur le site internet. Et l'idée, c'est de se rendre tranquillement au bout de cette vallée-là, si vous voulez qu'on voit maintenant, au refuge de Stanley Mitchell qui est géré par le Club alpin canadien. Donc, ce sont des refuges rustiques, mais confortables, dans lesquels il n'y a pas des tonnes de gens. Fait que ça, c'est des choses qu'il faut vraiment réserver d'avance. Des avantages, je vous dirais peut-être de voyager avec nous pour ça, parce que l'Ouest canadien, c'est l'enjeu vraiment des disponibilités, étant donné la haute demande depuis quelques années. Ça va être encore la même chose, selon moi, en 2023. Donc, c'est chaleureux, on amène notre bouffe, on cuisine ensemble, c'est super participatif, ce voyage-là. Donc, autant pour les repas du midi, le matin, que le soir, là, on demande à chacun un peu de collaborer, mais tout ça est géré par le guide, c'est-à-dire gérer l'épicerie, l'affaire, la planifier, puis aussi au quotidien, sortir qu'est-ce qu'on va manger. Donc, c'est convivial, grosso modo. Mais il faut savoir que c'est pas comme peut-être si vous avez voyagé au Pérou puis au Népal, là, il n'y a pas toute une équipe locale, des porteurs, etc. Donc, on est en portage, on partage aussi le transport, le transport de la nourriture, puis l'exécution de la nourriture, puis des autres tâches. Donc, ça se veut comme ça. Au niveau du portage, il faut penser à peu près, je sais pas moi, 8 à 10 kilos sur le dos. On a des listes d'équipements qui vous disent exactement quoi prévoir comme sac, tout ça. Et puis, ben, c'est ça, c'est 3 jours d'autonomie. On parle d'autonomie par rapport à la nourriture puis le dodo, donc sac de couchage, vêtements de rechange, petite trousse, etc. Mais ça se fait bien. On prend le temps qu'il faut aussi avec le rythme de marche, sachant qu'on a plus sur le dos. Donc, le but, c'est pas il n'y a pas de rythme compétitif, on n'est pas dans la performance, on essaie juste de vivre une expérience. Puis pour vivre une expérience comme ça, ben, je trouve que l'immersion en refuge la rend plus forte. T'sais. Donc, c'est bien important, finalement, d'avoir ce regard-là, du moins pour le voyage rocheuse sauvage. Ça, c'est une petite boucle qu'on propose à partir de Stanley Mitchell. Donc, d'aller aussi loin que cet endroit, c'est pas trop possible si tu le fais à partir du stationnement régulier du parc. Donc, ça fait une méchante rando. Là. Fait qu'en ayant un camp de base à Stanley Mitchell, en faisant une journée
off autour de là, en fait pas off, mais une journée où on peut aller faire une boucle, ça nous permet d'aller chercher des paysages incroyables dans Yoho. Yoho, c'est un parc peut-être méconnu, mais c'est certainement là qu'il y a les plus hauts sommets là, des Rocheuses. Tu sais. Donc ça, on explore là. On revient à Stanley, puis le lendemain, on sort par la vallée. Puis on va certainement faire après ça un petit croche par Banff et le coin du lac Louise. Donc le lac Louise, c'est pas le lac Louise qu'on voit, c'est le lac Morin, mais c'est la région de lac Louise. Euh, c'est c'est un incontournable. T'sais, on va pas y investir des tonnes de temps à lac Louise en particulier parce que bon maintenant c'est un peu la excusez l'expression, mais la vente Zellers, là, tu sais, ça c'est une de mes expressions. Mais c'est surabondé, là. Du moins dans les premiers rayons, là, 2 à 4 kilomètres, là, c'est full touriste. On va aller chercher un petit point de vue, mais sinon, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout Lac Moraine, qu'on voit ici, les Ten Peaks, mais un trek qu'on nomme Sentinel Pass, qui nous fait justement nous éloigner de Moraine Lake, qui nous fait passer à travers une superbe forêt de mélèzes incroyable. Donc souvent à la fin de l'été, parce que les départs sont plus en haut, là, on a déjà une décoloration du mélèze qui va jaunir, c'est superbe. Et on va sortir, si vous voulez, en zone alpine pour aller au col de Sentinel. Donc vous avez peut-être compris, une sentinelle en géologie, là, c'est souvent des colonnes de roches là, qui peuvent donner l'impression de garder une entrée vers une autre vallée. C'est exactement le cas ici. Donc Sentinel Pass à 2610 mètres. C'est un superbe lieu et c'est une boucle que l'on fait. Donc, on ne revient même pas sur nos pas, on continue. On descend dans Paradise Valley au bout, puis on fait la grande vallée, la grande boucle qui va nous ramener vers pas loin du lac Louise finalement. Donc, voilà, un des mosses selon moi. Puis tout ça dominé par le mont Temple, 3600 mètres, incroyable. Donc, on est, comme je vous dis encore une fois, au cœur des plus hauts sommets des Rocheuses. En parlant de plus hauts sommets des Rocheuses, ben c'est sûr, on l'oublie pas, le mont Victoria. Donc, le mont Victoria qui est situé à l'arrière du lac Louise. Hein, la photo, je l'ai super cadrée, là. On voit pas beaucoup le lac, là, mais ça reste que moi, ça, le mont Victoria, c'est comme un mont symbolique du Canada. Donc, on a le droit d'aller faire notre tourisme puis de se prendre en photo là. C'est permis. Dans les anciennes versions de ce circuit-là, on faisait une super boucle vers Devil's Tomb en arrière. C'est pas exclu comme option, mais pour l'instant, on l'a rejeté là, parce que c'est un peu trop. Ça commence à être pas mal Instagram comme trek, là. Fait que ça, c'est pas trop dans la culture de l'entreprise. Mais on va aller voir le lac Louise, c'est sûr. On continue dans notre perspective d'hébergement en HI, Hosteling International. Donc, ici à Lac Louise. C'est un superbe endroit. Ça fait des années que je vais là. C'est convivial, il y a une cour intérieure. On est comme dans le bois, mais dans le petit village Lake Louise. T'sais. Fait qu'on marche 5 minutes, puis on est déjà au cœur du petit village. C'est superbe. Et on peut faire soit nos soupers nous-mêmes, comme on le propose ici. Donc, le guide cuisine, fait l'épicerie, cuisine pour tout le monde, fait participer les gens. Vous voyez le gars au barbecue, là, il avait l'air assez heureux. Avec un petit verre de vino, là, ça rend toujours, ça fait passer les tâches collectives plus facilement. Donc c'est souvent la formule qu'on va privilégier. Mais des fois, on va au resto, puis dans le cœur de Lake Louise Village, il y a des options. On y va à pied, c'est super relax. Donc, ça, c'est notre petite camp de base à Lake Louise. Donc, vous comprenez, vous avez vu un peu, là, camp de base 2 jours à Kenmore. On a bougé après ça dans Yoho 2 jours à Stanley Mitchell, le refuge. Après ça, on bouge à Lake Louise 2 autres jours. Quand je dis jours, là, c'est des nuits, là, 2 nuitées. Et voilà, puis après ça, on va repartir vers l'axe au nord. Donc, ça, c'est la version bouffe matin et soir, donc souper du déjeuner. Puis le midi, ben, on va être en mode lunch. Donc, lunch, on est créatif, hein, parce que moi, manger des sandwichs à tous les jours, là, c'est pas dans mon gros trip, on va dire. Ok, j'en ai assez mangé dans ma jeunesse et maintenant j'en fais assez pour l'école des enfants que j'ai déjà une écœurantite quand j'arrive dans les montagnes rocheuses. Fait que
on essaie de varier la patente. Okay? Puis le plus possible, on va miser sur des buffets où les gens composent leur affaire, donc on n'impose pas nécessairement quelque chose. On essaie avec des salades composées, des restants de la veille 2.0. Donc on essaie de donner vraiment une vie au lunch, puis que ça soit agréable. Puis j'essaie toujours de trouver les meilleurs endroits pour les manger. Évidemment, si la température ne le permet pas, ça va être complexe. Mais comme là, sur ces photos-là, hein, c'est un échantillonnage assez sympa des spots qu'on peut trouver. Donc ça, je vous dis, c'est une philosophie, là. On veut vraiment maximiser ça. Et puis pour peut-être donner un petit peu plus de crédibilité à ça, je fais des chroniques une fois de temps en temps à l'émission de l'épicerie. Et j'ai fait une chronique en 2021 sur comment améliorer une sandwich. Okay? Donc ça peut être aussi banal que ça, mais comment rendre ça bon, le fun, diversifié. Donc voilà, donc on peut en faire un sujet de chronique et puis on l'applique une fois sur le terrain. Voilà. Quelques animaux qu'on peut voir. Donc le comment on l'appelle, le Big Orange Shape. Non, parle plus mon anglais. Le mouflon d'Amérique, appelons-le comme ça. Okay. En anglais, on dit le Big Orange Sheep. La rocheuse, c'est la chef des montagnes rocheuses, si vous voulez, Rocky Mountain Goat, qui est rare à avoir, mais qui est possible souvent dans l'environnement où on va être. On est vraiment dans la zone arctique, complètement à l'extérieur de la zone de forêt. Donc, c'est vraiment l'emblème des rocheuses, cette chèvre blanche-là avec ses cornes. Ici, une super shot c'est une marmotte à dos argenté, là. On l'entend souvent dans les alpages, là. Donc, dans les prés, là. Un sifflement super puissant. Donc, ici, on l'a capté dans le vif. Orignal, plus sur Waterton, sur le sud, des forêts un petit peu plus chaudes, là, mais bon, ça existe un peu partout quand même, des rocheuses. Autour de Jasper, Edith Cavell, tout ça, on a des refuges de caribous. Donc, c'est possible de voir ça, là, qu'on va monter sur l'axe vers Jasper. Et évidemment, tout l'univers des ours. Donc, ours noir et surtout grizzly. Donc, grizzly, j'ai pas trouvé une bonne photo. C'était pas très éloquent, là, mais c'est très probable de rencontrer. Donc, on a toute la méthodologie de prévention, si vous voulez, protection en vue de rencontrer un ours grizzly durant notre rando. Mais ça, je vous en parlerai sur place. Ensuite, donc, une fois qu'on a quitté, on a fait nos randos autour de Lake Louise, on part vers l'axe qu'on appelle la Icefield Parkway, donc la route des glaciers, c'est sa traduction, ou la promenade des glaciers, c'est le vrai nom. Donc, on est entre Lake Louise, finalement, et Jasper. C'est 220 km de route panoramique, où là, le trafic commercial est interdit. On est dans le cœur du parc de Banff et ensuite de Jasper. Et puis là, nous, on va proposer, c'est une transition. On va vers le nord. C'est une transition où on va faire multiples arrêts. Donc, j'en montre et j'en nomme quelques-uns, là. Donc, ici, le lac Peyto, certainement un des plus beaux lacs, je trouve, du Canada. Lake Louise est hot. Morin, c'est sûr qu'il est très puissant, mais Peyto, avec sa couleur, wow! Un petit coup de cœur. Donc, voilà. Je fais une petite pause sur cette photo ici. On est sur Parker Ridge, là, entre le glacier, à côté du glacier Athabasca, puis mon fameux glacier Saskatchewan ici, pour peut-être répondre à quelques questions. Donc, le nombre de participants, Nathalie, c'est entre 6 et 12. Ou 7 et 12. Ça dépend. Ça dépend. Okay, mais c'est à peu près ça. Donc, 12, c'est vraiment la limite, là, parce qu'on a des 15 passagers, les bus. Moi, je suis là comme conducteur, ou Will ou Alex, donc puis on veut un petit peu de place, là. Fait que c'est vraiment la limite. Puis à quelle fréquence on rencontre les grizzlies? Ben, une fois par voyage. Ouais. Donc j'en ai guidé 3 l'année passée, peut-être 2 fois sur 3. Donc, puis je vous dis, là, on n'a pas eu peur. Le grizzly, il mangeait comme un malade, là, il mangeait des baies. On a juste pu bien le photographier, sorti mon bear spray, back up, on s'en va, mais les ours là, dans les parcs sont souvent très occupés à se nourrir en vue de l'hiver, donc c'est pas. Puis le rythme de la randonnée les effraie pas, donc il y a pas tout ça.
Voilà. Pour les dates, j'arrive à chaque fin de diaporama, j'ai les dates. Ici, on continue notre exploration vers le nord. On s'en va vers Jasper sur la promenade des glaciers. Ici, glacier, pas glacier, mais le mont Athabasca, 3460 mètres. Ça, avec mon frère en 2002. On a grimpé ça, une de mes premières montagnes d'alpinisme. Parce que l'alpinisme, c'est une de mes passions aussi. Donc, c'est un superbe sommet, là. Puis on passe juste à côté. Et si on regarde juste à droite, ben, on a le glacier du même nom, le glacier Athabasca, qui est un glacier qui permet de garder ou de percevoir si vous voulez, le pouls de la santé climatique des Rocheuses, puisqu'il est en fonte extrême depuis longtemps, mais de manière vraiment accélérée depuis peut-être une dizaine d'années. Donc le glacier est vraiment en train de perdre toute sa masse. Il ne fait pas juste reculer, il s'écrase. On le voit très bien sur cette photo-là. Donc son recul est fulgurant. Donc il y a des dates, ça c'est fou, il y a des espèces de, de stèles de pierre là, qui marquent la date où était le glacier. Donc, quand tu arrives, c'est 1890, la première lecture. Puis après, c'est 1924, puis ça monte comme ça. Puis là, moi, tu sais, bon, tu peux voir aussi, moi, la première fois que je suis allé dans les Rocheuses, c'était en 98. Et là, il y a une pierre marquée 1998, donc à l'échelle d'une vie moyenne, on va dire. On peut voir un recul incroyable. On parle d'à peu près une dizaine de minutes de marche entre 1998 puis 2022, 23. Donc, ça démontre ce recul-là hallucinant, mais ça reste quand même un glacier super imposant encore. Et ce glacier-là fait partie de la mer de glace qu'on appelle la mer de glace de Columbia, qu'on voit en haut là. Donc, lui est en santé encore, il est immense. On continue vers le nord. Et on s'en va vers Sunwapta Falls, les chutes de Sunwapta, où on aura escale en hébergement là-bas. Donc, ça fait vraiment, ça casse la route si vous voulez, parce que nous, on s'en va à l'ouest-nord-ouest du parc de Jasper. Et on fait un bel arrêt là. C'est vraiment sur l'axe direct. On laisse les gens aller explorer les chutes et on est super bien accueillis dans ce lodge-là. Ils nous connaissent depuis des années. Fait qu'on a le droit au traitement royaux. Donc les tables sont bonnes. Donc quand on va dans les restos, donc sachant qu'on est souvent en mode plus refuge ou HI, on fait la bouffe nous-mêmes, mais quand des fois on a des super restos, bon, on met la gomme un peu, donc on augmente le niveau. Donc c'est toutes sortes de petites choses qui sont sympathiques. Hein, un peu partout dans le monde, la cuisine s'émancipe. Dans l'Ouest canadien, ben, il y a des super bons chefs, puis surtout dans les endroits comme ça, des fois touristiques, donc on essaie de dénicher ça. On connaît forcément ici à ce lodge-là, c'est vraiment excellent. Donc, tu sais, ça c'est un volet quand même, on va dire le volet ressourcement qui est important pour moi, en tout cas, puis pour nous. Donc voilà. Donc le but de tout ça, donc c'est de voir l'Icefield Parkway, mais de se rendre, comme je vous disais, dans le nord-ouest de, euh, de Jasper. Donc en fait, on en sort de Jasper pour aller dans une forêt, comment dire, une terre de la couronne, si vous voulez, donc pour s'évader en refuge pendant 4 jours. Donc je ne nommerai pas le lieu, je le garde secret. Il est à quelque part en Jasper puis Valmont. OK, donc regardez ça sur Google. Passez le parc national de Robson. OK, donc on va à Valmont en fait. On fait bagages, on rétrécit nos bagages, c'est-à-dire que c'est limitatif là, pour les participants. Tout ça, ça va faire partie des rencontres de préparation pour bien vous préparer à ce volet-là, puisqu'on rentre, en fait, les bagages rentrent en hélicoptère. OK, donc on fait juste prendre un sac de jour, mais on va tout sortir à dos d'hommes et de femmes. Donc ça, c'était pour jouer un peu aussi avec les prix, parce que le transport en hélicoptère, c'est quand même onéreux. On s'est dit que vu qu'il y avait pas mal de bouffe abondante qui allait rentrer, c'était mieux de charger ça avant en hélico, puis de sortir à l'âge, conditionnel au fait que la quantité de bouffe va être bien gérée pour ne pas trop en transporter sur nos épaules pour sortir. Donc, on fait ensuite de ça l'hélicoptère part, nous on fait la route. Je vous dis, là, c'est dans la couronne, au cœur des montagnes. C'est un refuge privé qui appartient à une famille qu'on connaît et ils nous le louent pour 4 jours, 3 nuits.
Et à partir de ce lieu-là, à partir du bout de la route, finalement, c'est une route forestière privée. Et là, on laisse le véhicule là, puis on part 7 kilomètres de marche dans la forêt comme ça. Un sentier à peine tracé, potentiellement des ours, justement grizzly, c'est souvent là qu'on en voit. On fait des bear shouts, là, c'est-à-dire on crie, on fait des bruits humains pour les faire fuir, s'il y en a. Et dans la zone de forêt, c'est là qu'ils sont parce qu'ils se nourrissent encore une fois des baies. Puis là, on arrive dans la zone semi-alpine comme ça, subalpine, où est notre refuge. Donc, on le voit ici, photo de drone. Vous voyez des tentes aussi, ça, c'est des photos de l'époque COVID. Donc, à l'époque COVID, on avait des distances à respecter dans les dortoirs, etc. Donc, on mettait des tentes à l'extérieur pour ça. C'est toujours une option possible s'il y a des gens qui veulent être dans leur bulle. Les ours se rendent très peu souvent là, by the way. Donc, ça sera discuté dans les petits préparatifs, mais c'est vraiment l'immersion où on veut vous amener. Donc, ce refuge-là, sur le bord de lac, au cœur des montagnes. Donc là, le but d'aller là, c'est de faire ce qu'on appelle du backcountry, donc de faire la randonnée hors sentier. Donc, peut-être que certains connaissent, au Québec, faut aller loin au nord là, pour pratiquer ça comme il faut. OK, puis notre forêt des fois est trop dense pour avoir du plaisir, mais c'est vraiment à partir de ce refuge-là, il n'y a aucun sentier visible. Donc on n'est que sur des cartes boussole GPS et on vous amène dans la zone subarctique, ensuite de ça, subalpine, on va appeler ça de même, et la zone alpine, où là, on a la grande liberté de se mouvoir où on veut, d'aller explorer où on veut, selon le rythme, l'ambiance dans lequel on est. Fait que ça, on s'adapte à chaque fois, mais on a évidemment tous nos tracés d'avance, on sait dans quoi on vous amène, mais on veut quand même donner cette sensation-là de liberté que seul, à mon avis, le backcountry dans l'univers rando peut donner. Donc voilà. Le quotidien refuge, le quotidien refuge, c'est ça. Donc, vous voyez, j'ai fait des photos comme si c'était des cadres, des peintures qu'on peut mettre à la maison. Mais non, ce sont des fenêtres. Donc, des fenêtres qui nous donnent sur la réalité du dehors. Donc, c'est là-dedans qu'on va être pendant 4 jours. C'est rustique, mais stop. OK, donc ça fait quoi? Je sais pas, 40 ans quasiment qu'ils ont ça, eux autres. Cette famille-là, c'est tout marche au gaz, au propane. Donc, on est 100% autonome pour cuisiner ce qu'on veut. On peut conserver notre nourriture dans une espèce de congélateur avec des gros cubes de glace que les autres déposent en hélicoptère. On se fait des festins. Donc, ici, puisqu'on a accès à tout, comme je vous disais, on a accès à un feu à l'extérieur. On tripe, puis toute la bouffe est transportée par hélicoptère. Donc, why not? OK, donc c'est ça. Moi, j'ai un passé de cuisinier. Will, Alex se débrouille très bien. Donc, on met la gomme aussi pour ce séjour-là. Donc, ça va être le fameux refuge en question. C'est bon pour une douzaine de personnes. Donc, c'est la limite de nos groupes. Après chaque randonnée, pour aller encore dans la thématique bouffe, après l'effort, le réconfort. Donc, un nachos, une petite bière, pourquoi pas. Un petit saumon grillé sur le feu. Oui. OK, donc on tripe vraiment là-dessus. C'est l'ambiance qu'on veut donner dans ce voyage qu'on appelle encore une fois les Rocheuses sauvages. Je continue juste en image pour l'ambiance autour, les treks qu'on va proposer. Donc, tout ça se fait à partir de notre refuge. On fait pas des tonnes de kilomètres, c'est peut-être entre 10 et 14 maximum, puisque le terrain, la progression est plus lente, étant donné qu'il n'y a pas de sentier, puis il faut travailler un petit peu plus, comme on voit sur cette photo-là. Donc voilà. Mais je vous dis, là, cette liberté-là de marcher où on veut, d'aller où on veut, de trouver notre voie, ce qu'on appelle en anglais le route finding, c'est merveilleux. Il y a quelque chose qui émane de très fort là-dedans. C'est pas des grosses difficultés non plus, je tiens à le redire. Puis on essaie justement d'éviter les terrains complexes. On est formé pour ça. Là. Donc, puis on connaît le terrain maintenant. Là. Donc, l'idée, c'est vraiment juste de donner, comment dire, un petit taser d'ambiance. Voilà. Donc, toutes ces photos-là, je trouve qu'ils incarnaient bien l'esprit des randos qu'on va faire là-bas. Donc, en fait, il y en a 2 grandes randos, d'un flanc nord, un flanc sud, grosso modo. Puis le reste, c'est l'entrée puis la sortie. Beaucoup de soirées autour du feu à se raconter des histoires.
Donc, même du matin jusqu'au soir, que le feu il roule souvent. Et puis voilà, on va quitter après 4 jours. Et là, c'est la photo de, de la troupe, si vous voulez. Donc, on se lance le défi, tu sais. Ça, c'est l'année 2020 où on avait les équipements de camping parce qu'on faisait dodo dehors, là, avec un petit peu plus de charge sur les sacs. Mais ça reste que on voit ça comme un défi. Tu sais, 7 km chargés à, je sais pas moi, 18 kilos, let's go. On y va, on sort ça, on prend les breaks qu'il faut. C'est juste 7 km quand même en descendant, là. Ben, juste, entre guillemets, là. Tu sais, tout ça est très relatif, là. Mais tu sais, il y a du monde de tous les horizons qui ont fait ce trek-là, puis c'est une journée où on va forcer en particulier. Puis moi, je le garde, même si on disait on pourrait rajouter 300 pièces par personne, tu sais. Mais non, je le garde parce qu'il y a quelque chose de sympathique dans cette journée-là, puis on finit avec ça, là. Après ça, il n'y en a plus d'effort. Puis vous voyez les gens encore le sourire, le sens de l'humour, à prendre des mousses sur les arbres, puis à se faire des gueules de heavy metal. Donc, c'est ça. Donc, on revient au retour par le mont Robson. Donc, c'est un parc national juste à côté. Le mont Robson, c'est quand même le point culminant là, des Rocheuses, à 3940 mètres. C'est une phase de singe incroyable là, par la route. Donc, on fait un petit arrêt photo lunch là-bas. Puis, on va regagner ensuite Banff pour une dernière nuit. Ou Kenmore, cette année, c'était plus qu'on mise encore sur Kenmore à cause que Banff est rendu complètement fou en termes de prix. Puis après ça, ben, aéroport de Calgary. Donc, en gros, si on résume tout ça, 12 jours de voyage. On explore Banff, Jasper National Park, 2 séjours en refuge dans Yoho, 2 nuits, 3 nuits dans les environs de Robson, c'est ce que je viens de vous montrer. On mise sur les auberges, donc HI, puis le camping, évidemment, au refuge. Et puis, on aura quelques nuits d'hôtel, donc entre autres à Banff et à Sunwata. La route des glaciers, Lac Morin, Lac Louise, ça c'est les highlights classiques si vous voulez. Canmore comme camp de base, Jasper, potentiellement Banff, c'est pas dit encore. Puis on qualifie de niveau 3 puisque il y a quand même l'engagement du transport des charges dans quelques journées, donc ça fait que c'est plus vers le niveau 3. Donc, voilà. Comment vous assurez-vous de préserver la végétation? Ben, en fait, la végétation, pour bien comprendre la question, c'est peut-être dans le backcountry, là, vous posez cette question-là. Quand on est 10 à passer une fois sur une fréquence, on va dire, je sais pas moi, il y a peut-être 4-5 séjours là, pendant l'été là-bas. Donc, potentiellement, je veux dire, personne ne passe par la même trail. Donc, on n'use pas vraiment le terrain. Le terrain se régénère, là. Donc, il faut en parler à tous les caribous et les animaux qui passent par là, là. Eux autres, je pense qu'ils ont plus d'impact que nous là, sur le terrain. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc départ du 11 au 22 août, entre 7 et 12 personnes. C'est en ligne en ce moment. Les prix, by the way, vont sortir au courant de la semaine prochaine. J'ai pas eu le temps de finir ça avec la folie du début de saison 2023. Mais ça va sortir bientôt, puis on fera une annonce via les réseaux sociaux. Je continue avec, ça va aller un petit peu plus vite là, pour les autres destinations, puisque j'ai quand même donné un gros cursus de base. Donc, le Dolce Vita. Donc, Dolce Vita, c'est les Rocheuses, mais en vie douce, si je traduis de manière poche un peu. Donc, Dolce Vita, c'est un regard, en fait, des Rocheuses différents. On va miser sur des lieux forts au niveau surtout de l'hébergement, parce qu'il y a des super endroits dans les Rocheuses, donc on veut vraiment faire ressortir ça, puis d'avoir des régions ou des parcs complémentaires à Rocheuses sauvages, donc c'est pas les mêmes lieux qui vont être visités, on les voit ici résumés sur une carte, donc Waterton au sud, Kananaskis Glacier, la région de Yoho à travers le refuge à Miscouy, puis Banff ou Jasper au retour. Donc, on arrive à Calgary, c'est un voyage qui se fait aller-retour via Calgary. Donc, Calgary, Calgary, on est au pied du foothill, si vous voulez, des Rocheuses canadiennes. T'sais. En fait, les Rocheuses, on les voit vraiment au loin les journées de beau temps. On est dans le haut plateau albertain, là où il y a l'élevage, principalement. Donc, je voulais donner aussi cette couleur-là à un des voyages de l'Ouest. Donc, celui-là va avoir un volet comme ça, c'est-à-dire les hauts plateaux, le paysage, vraiment des plaines, si vous voulez. Donc, c'est ce qu'on fera.
au tout début, dès dès que vous arrivez à Calgary, finalement, on descend vers le sud. On traverse c'est ça, les paysages de l'Ouest comme ça, Nanton et autres, Pincher Creek, tous les lieux là, très typiques agriculture, plateau, élevage. Et on se rend vers Waterton, qui est aux frontières avec les États-Unis. Toujours avec notre van. Donc, selon la taille des groupes, des fois, ça se peut qu'on lâche la remorque. Parce que on avait un petit groupe de 6 cet été, puis on n'a pas eu besoin de remorque. Et en passant vers la route vers Waterton, ben, il y a un super site. On essaie quand même de donner cette culture. Tu sais, il y a énormément de civilisations, de cultures amérindiennes qui ont peuplé le Canada. Ou qui ont été dépeuplés, on va dire. Fait qu'on essaie aussi de comprendre ce volet-là. Il y a des sites importants qui peuvent le permettre, entre autres ici à Buffalo Smash Head Jump ou quelque chose de genre. J'oublie jamais toujours l'ordre, là, mais bref, c'est les populations amérindiennes qu'on appelle les pieds noirs, c'est les Blackfoot. Donc, il y avait une méthodologie ou une stratégie de chasse particulière, tout l'univers du bison, etc. Donc, c'est un volet super important qu'on veut vous faire saisir parce qu'il y a encore une réserve de bisons dans le parc de Waterton, donc une espèce de thématique là, qui est intéressante sur la route vers le parc. Donc le parc de Waterton, c'est un parc qui est frontalier avec celui de Glacier National Park, mais aux États-Unis. Donc il y a un parc Glacier aux US, il y a un parc Glacier au Canada, on va le voir plus tard. Donc c'est un parc qui a été créé conjointement, simultanément, en 1895 pour un peu honorer l'environnement ou la préservation de l'environnement. C'est une notion récente à la fin du 19e siècle. Et aussi honorer ou reconnaître la frontière commune qui a été tracée sur le 49e parallèle. Donc vraiment tout au fond de ce lac qu'on voit ici, il y a la frontière des États-Unis. Donc c'est un lieu symbolique qui a été créé. Donc quelques années, on va dire 20-25 ans après la belle construction de notre pays. Bref, on aura long à dire là-dessus dans le voyage. Donc, c'est un lieu super important. C'est un lieu aussi où le Canadien Pacifique s'est établi avec ses grands hôtels. Donc, les fameux hôtels du CP ou les Fairmont maintenant. Donc, ici, le Prince of Wales Hotel qu'on voit. Donc, ils ont toujours un petit look un peu vieux, mais à l'intérieur, quand même, tout un patrimoine important. Donc, c'est un lieu sympathique. C'est pas nécessairement l'hôtel où on va aller dormir, mais c'est bien de reconnaître ça, d'aller voir ça. Dans Waterton, on va passer 4 jours, donc 4 jours complets, 4 nuits en fait, où on va explorer. Il y a plusieurs hikes vraiment intéressants là-bas, plusieurs randonnées qui sont variées. On lance ça au hasard, Bertha Lake, donc c'est une montée, on va chercher un univers de lacs, de chutes, etc. Donc toujours en façade escarpée, c'est super beau. Donc ça, c'est une option. Alors, on a un petit peu plus loin Carthew et Alderson. Donc ça, c'est un trait que j'ai souvent guidé à travers les années. Là, c'est pour ça que je mettais une petite photo. Je m'étais souvenu cet été d'avoir pris à peu près cette photo-là, qui date de 2009. Et je la reproduis là en 2022. Bon, mettons que on voit pas le blanc de ma barbe, mais ça, c'est pas grave. Mais les lacs n'ont pas changé, eux autres. Fait que ça, c'est une super traverse qu'on propose aussi en alternative aller-retour parce que c'est quand même 16 bons kilomètres de marche avec du bon dénivelé. Donc, il y a 2 gros hikes là, solides là, dans le parc le parc de Waterton. On saura vous proposer des alternatives. Toujours un petit pique-nique à l'honneur. Et c'est ça, ça descend bien de l'autre côté. Ce qui est bien de ce trek-là, c'est qu'on commence avec en transport, avec le bus, puis on arrive directement dans le village, c'est bien. Une autre option, le trek de Lynham, donc Lynham, qui nous amène dans un univers beaucoup très rocheux, très escarpé, un minerai beaucoup plus ferreux, si vous voulez. Donc c'est une palette de couleurs qui est différente par rapport aux autres, comme ici, entre autres, à Crip Lake. Donc, Crip Lake, ça, c'est un trek qui nous amène quasiment à la frontière américaine, de l'autre côté du lac Waterton. Donc, on a un bateau à prendre, donc ça fait une petite croisière sympa, une autre perspective via les eaux de ce paysage-là, puis après ça, on part à marcher. Puis, cette année, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, Crip Lake, j'avais oublié, je sais pas pourquoi, j'avais oublié le sens du nom crypt, tu sais, une crypte. Et puis, ben, j'ai finalement m'en suis souvenu assez rapidement.
Eh bien, c'est la crypte, c'est le petit passage qu'on voit ici, qui est finalement une caverne, si vous voulez, le long d'un passage escarpé comme ça. Donc, c'est littéralement un tunnel qui nous amène vers l'aboutissement du trek. Donc, à ce lieu-là, ça fait peut-être, je sais pas, 1,5 mètre de large, c'est un peu vertigineux, donc souvent, il y a certaines personnes du groupe qui préfèrent prendre ce relax et de nous attendre à l'ombre avant de traverser ça. Bref, toujours, je vous dis, dans nos treks, toujours des alternatives qu'on s'est proposées. Ce qui est bien dans cette formule-là, d'être en autonomie avec un guide, un véhicule, puis un groupe, c'est que on peut mouler ça selon les conditions climatiques, selon la forme du groupe. T'sais, on dépend de personne au niveau des réservations, de quelque chose qui est pré-booké à part l'hébergement. Fait que si on veut faire Crip Lake ou un autre trek, on s'adapte. Pour ça, il n'y a aucune restriction. On peut aussi aller relaxer ici comment ça s'appelle donc, à Red Rock Canyon. Donc, aller voir cette géomorphologie-là complètement pétée. Donc, tout ça à Waterton, il y a full de potentiel. C'est un super parc. Donc, on quitte. Je vais aller voir si j'ai des questions. Je vous avoue, mon curseur est... Je sais que j'ai 6 questions, j'en vois une que je suis pas capable de voir. Bref, je vais continuer. Oh, oui, je vais y aller comme ça. Ce sera pas long. Donne-moi 2 secondes. Non, je suis pas capable d'aller atteindre les questions. Je répondrai après. Donc, on continue l'aventure. On s'en va vers le parc de Kananaskis. Donc, on était tout au sud. On continue notre route. On s'en va vers Kananaskis. Kananaskis, on est comme en arrière de Banff, du parc de Banff. Donc, on va se baser là dans un super lodge que je nommerai pas aussi. On garde quelques petites gênes. Lodge de montagne au cœur du parc. Et de là, on va rayonner pour 2 belles randos. Certainement ici Bristol Pass. C'est une des belles, qui nous amène à la frontière de la Colombie-Britannique. Photo qui remonte ici à déjà 2009. J'ai pas remis de photo depuis, on est allé 2 fois cette année, mais bon, c'est une photo superbe un paysage, un lieu superbe qui nous permet d'aller côté BC, Colombie-Britannique, et de voir le mont Assiniboine. Donc, le mont Assiniboine qu'on compare souvent au Cervin en Suisse, donc si vous voulez le Matterhorn, donc par sa forme, son côté escarpé, etc., c'est superbe. Donc, c'est un aller-retour qui est intéressant. On peut avoir ici Sorel Trail, qui est aussi une superbe crête. En fait, dans le parc de Kananaskis, la géomorphologie est pas mal plus incisive parce qu'il y a eu moins, si on va dire, les glaciations ont travaillé un peu différemment le territoire, donc c'est plus escarpé, si vous voulez. Donc, Sorel ou Tented Ridge, ici, ce sont des mosses qu'on peut peut-être proposer, on verra. Donc, tous des treks qui nous permettent aussi d'observer les 2 grands lacs qu'on trouve dans le parc, donc Upper and Lower Kananaskis Lake. Donc, donc c'est ça la forêt de Kananaskis. Donc, c'est pas tant des montagnes de glaciers, mais c'est des montagnes de de calcaire, oui, qui ont une forme très particulière. Donc, c'est l'intérêt d'aller dans Kananaskis. C'est aussi un parc qui est pas mal moins fréquenté par rapport aux parcs nationaux, puisque c'est un parc provincial. Le volet, donc, qui dit Dolce Vita, dit côté épicurien. Donc, au niveau bouffe, on essaie de rehausser le niveau. Donc, oui, dans Rocheuse Sauvage, on triple, mais là, vu qu'on l'a appelé Dolce Vita, bon, il y a un prix aussi en conséquence, mais on veut vraiment donner une perspective épicurienne au trip. Donc, l'aspect bouffe dans les restos, donc soit les lodges où on est accueilli, soit la cuisine que nous, on vous propose, sera rehaussée au maximum de nos compétences. En parlant de compétences, on est bon aussi pour boire. Donc, c'est un peu l'ambiance des lodges bouffe qu'on aura pendant le trek. J'en dis pas plus, mais il y a personne qui est déçu par rapport à l'expérience. On continue. Donc, Parc national de Glacier. Donc, on aura
un autre camp de base à Golden. Donc Golden qui est comme un nouveau hype là, dans l'Ouest canadien. On est du côté Colombie-Britannique, on est à côté de tous les parcs nationaux finalement, et pas très loin de Glacier National Park Canada. On va proposer une rando, certainement celle qu'on voit qui nous mène au glacier ici, le Watt. On voit ici à droite. Donc, c'est une superbe randonnée qui nous fait passer à travers tous les écosystèmes. On commence dans une forêt de conifères géants. Donc, j'ai pas mis de photo de ça, mais il faut se garder des petites surprises. Mais forêt de conifères géants, humide, mousse au sol incroyable. Pop, on sort dans le subalpin, puis après ça, alpin, très rocheux. Puis on finit souvent même au cœur de l'été sur un environnement de neige. Ça a été particulier cette année parce que la neige est vraiment restée longtemps dans l'ouest. Là. Il a comme fait froid jusqu'au 26 juin. Puis après ça, ça a commencé à fondre. Fait que là, quelque part en juillet, il faisait chaud dehors, mais encore plein de neige. Il y avait même tout, je sais pas si vous voyez le rouge sur la neige. C'est une espèce de petit, si vous voulez, pas un champignon, mais c'est ouais, en tout cas, le mot m'échappe. Mais c'est vivant, là, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose qui naît en surface, justement, dans un milieu humide et chaud. Une bactérie, ouais, voilà. Je sais chercher ça. Donc, c'est ça. Donc, un peu l'ambiance de Glacier. C'est un très beau parc canadien qui vaut vraiment la peine de découvrir. Fait qu'on fait une immersion là. Puis après ça, un peu dans la même structure que le Rocheuse Sauvage, on finit par une immersion en refuge. Mais là, vu que ce voyage-là s'appelle Dolcevita, ben, il fallait rehausser cette expérience-là. Donc, on est dans un refuge un petit peu plus confortable, là, pas mal plus, je cherche le mot, bien fini à l'intérieur. Pas luxe, c'est pas luxe on peut pas qualifier ça de luxe, mais c'est ouais, un très beau refuge, perché. Vous voyez la petite cabane à gauche, sauna, super bien fait, une espèce d'ingénierie de gestion du feu incroyable là-dedans pour la chaleur, panneau solaire pour garder l'énergie, donc on a du courant, on a un système de réfrigération pour garder notre bouffe incroyable. Donc tout ça nous permet de se faire un grand plaisir. On amène le tout en hélicoptère. Ce coup-ci, c'est pas juste les bagages qu'on amène, c'est nous-mêmes aussi parce que c'est 20 minutes d'hélicoptère depuis Golden. On est posé comme ça dans le milieu de nulle part. On débarque les bagages, puis au revoir, on se revoit dans 4 jours. Donc, on est encore dans l'univers backcountry, donc pas de sentier, complètement remis à nous. Et c'est une immersion dans le territoire. Ce refuge-là, il n'y a rien autour, là. Puis vous voyez un peu le paysage ça c'est le paysage qu'on a en arrière. Là. Puis il faut pas oublier que les Rocheuses, moi j'ai réalisé en allant là cet été que les Rocheuses, c'est de catégorie internationale en termes de paysage puis de milieu alpin, là, de milieu de montagne. C'est incroyable. Donc, puis ouais, je trouvais que cette photo-là incarnait bien l'ambiance qu'on se donne là-bas. Donc, oui, on fait du backcountry, oui, on est éloigné, mais tu sais, on n'est pas non plus dans un rythme de fou. On tripe, on s'assoit dans le gazon quand il fait beau, on snack, on mange, on découvre. C'est jamais trop le nombre de kilomètres qui compte, mais c'est plus l'expérience qu'on veut te donner à chaque journée. Donc, on aura 3 boucles, 3 randos qu'on va faire à partir de notre refuge. Vous voyez au loin, en arrière, il y a des crêtes. Donc, ça nous permet d'ouvrir justement les horizons, ouvrir la perspective. Et donc, c'est sûr, parce qu'il y a une crête, parce qu'il y a un sommet qu'on va aller chercher. C'est dans la nature humaine pourquoi on fait des montagnes, mais parce qu'elles sont là. Donc, on y va, ça nous attire. Encore une fois, cette année, il y avait de la neige tardive, donc ça, c'est un peu particulier, mais ça n'a pas nuit du tout à notre progression. On n'a même pas besoin de crampons marcher dans cette neige-là très, très croûtée et granuleuse. Et on a cherché les sommets pour les points de vue. Donc, d'un côté, le parc de Banff, de l'autre côté, le parc de Yoho. On est juste dans la zone hors parc qui nous permet justement de se mouvoir comme ça sans trop de contraintes. Mais évidemment, pour aller jouer là-bas, ça prend l'encadrement d'un guide ACMG, donc je tiens à le dire, là, parce que c'est une réglementation canadienne dans les Rocheuses, donc un hiking guide pour être plus précis. Ce que je suis et ce que les amis Will et Alex sont aussi.
Donc c'est ça. Et puis, ben, on dit épicurien, Dolce Vita. Ben oui, dans le refuge, c'est toute la bouffe qu'on amène, hein, dans des glacières, dans des sacs, etc. Donc, on a un barbecue, on a un réchaud au gaz. On peut tout faire. Donc, voilà, ça, c'est un petit trois services qu'on se donne le soir. C'est participatif, hein, donc chacun met sa petite touche. Tout le monde a son historique de capacité de cuisiner, ou peut-être pas tout le monde, mais tout le monde a une vie, hein, tout le monde a une expérience. Fait que, on puise, on puise. Puis ça, ben, je trouvais que ces photos-là incarnaient bien cette interaction-là. OK, puis qui dit bouffe dit repos. Fait qu'il y a ça aussi dans le cadre de ce séjour-là. Et puis les couchers de soleil sont juste incroyables depuis le balcon. Quand on fait ça au mois d'août, justement, on peut se permettre d'avoir pas mal moins de maringouine. Donc, on sort, on s'en va à Golden encore, on sort en hélicoptère, on fixe un heure, on a des téléphones satellites pour coordonner tout ça. On est sorti, on arrive à Golden, on fait la route ensuite à Banff pour finir le voyage. Donc, un peu comme la Rocheuse Sauvage, la dernière nuit, c'est Banff ou Canmore, avant de regagner l'aéroport de Calgary. Donc, tout ça va durer 15 jours. Donc c'est un petit peu plus long parce qu'on a un petit peu plus de déplacement, on fait plus d'immersion. Donc on va voir le parc national de Waterton, Yoho, la forêt nationale, le country, Kananaskis Country, donc un parc provincial. On a une immersion aux abords de Yoho. On n'est pas officiellement dedans ou pas loin, mais ça reste le parc de Yoho. 3 nuitées dans le refuge qu'on vient de voir. On est dans des super loges 4 étoiles ou hôtel de charme. Expérience culinaire rehaussée, ça je pense que je l'ai pu le démontrer. Et puis, ben, même si c'est Dolce Vita, la plupart des régions qu'on va sont des coins peu ou pas fréquentés, là. Ben, pas, c'est pas vrai, là, mais c'est peu fréquenté. Donc, surtout qu'on y a accès en hélico, là. Même les treks dans Waterton, qu'on fait Cardew Alderson, je pense qu'on a croisé peut-être 10 personnes parce que personne ne fait la traverse. Crip Lake, il faut réserver ses billets pour aller de l'autre côté, puis c'est limitatif. Donc, tu sais, on n'est pas dans la surabondance de touristes. C'est un peu l'esprit qu'on veut. C'est pas qu'on on n'est pas contre ça nécessairement, mais c'est juste que c'est le regard différent qu'on veut donner. Donc, il est vraiment construit dans cette optique-là. Donc, les dates de départ du 23 août au 5 septembre. Donc, ça s'enchaîne, si vous voyez, là, par rapport au précédent, 7 à 12 personnes toujours. C'est les limites. Donc, je me prends une petite pause de 2 minutes, 2 secondes, juste pour avaler ma salive, puis essayer de pogner vos questions. Donc, c'est le temps d'en reposer, justement. Je vais peut-être juste arrêter le partage pour pouvoir. Ça sera pas long. Donc, juste aller chercher vos questions. Faites-vous ce voyage chaque année? Est-ce que c'est toujours en août ou plutôt dans l'été à la fin du printemps? En fait, c'est qu'à la fin du printemps, non, les Rocheuses, il y a de la neige. Vous l'avez vu, là, c'était des photos, je pense, du 13 juillet, là. C'était loadé de neige à partir de 2000 mètres. Donc, fin du printemps, faut être en raquette ou en ski, là. Donc, là, c'est en fait pris, pogné, j'allais dire. En juillet cette année, j'ai décidé de tout mettre en haut pour être sûr. Puis là, ben, qui dit fonte de neige, dit moustique. Fait que là, la fenêtre de temps n'était pas longue, là. Fait que j'ai tout mis en haut cette année. Donc voilà pour le choix là, de nos dates. En tout cas, il va en avoir une pour chaque voyage. Je repars ça. Il me reste une destination et demie, on va dire. Donc le parc, on continue, on s'en va dans Wells Grey. Donc, attendez, là, j'ai une petite. Excusez, je reviens. Petit bug technique. OK. Parfait, on continue. Donc, Wells Grey, donc. Donc, voilà. Wells Grey, on est au
cœur du BC, de la Colombie-Britannique. Vous voyez ici les lieux importants. Donc, c'est un aller-retour sur Kamloops. Donc Kamloops, c'est un vol direct, là, souvent, le plus souvent là, possible, là, depuis Montréal. On a une navette qui vous accueille là-bas, puis on s'en va à Clearwater, autour de 2 heures de route à peu près. Clearwater, c'est un petit village là, de style un peu bûcheron, là, un petit village de l'Ouest typique. Et c'est là que votre guide va vous attendre. En fait, on travaille avec un Québécois qui est basé là-bas. Et donc, ça fait des années qu'il est là. Il a fait sa vie là-bas, dans mon âge à peu près. Et puis, c'est lui qui run le voyage au complet depuis Clearwater. Donc, vous avez 2 nuits à Clearwater. Une où on arrive, on relaxe. On est sur le bord d'un lac, là. C'est bien sympathique comme petit hébergement. Rien d'extrême, là. Ici, on est dans le modeste parce que c'est un voyage qui se fait principalement c'est un motel 2.0, si vous voulez. Puis après ça, dans le parc, on est en refuge. Donc, c'est refuge privé pour l'entièreté du séjour. Donc, c'est quand même une particularité là, de pouvoir faire ça. Et c'est possible. Il y a très peu de disponibilité. Là, donc, c'est un voyage qu'on pousse longtemps d'avance. Dès en ce moment, c'est le moment de réserver parce que c'est limité entre 8 et 10 personnes. Je dis ça comme ça. Donc, c'est un peu l'esprit d'hébergement. Puis, ben, après ça, ben, l'esprit du voyage, ben, c'est une immersion dans une partie, certainement la plus belle, du parc de Wells Grey, sud-est du parc. Donc, on aura une journée d'exploration des lieux importants. Donc, si on va être sur une carte, là. Donc, il y a plein de lieux importants là, qui sont qu'on veut voir, des chutes d'eau en particulier, etc. On le fait ça dans une journée de véhicule. On revient à Clearwater, puis après ça, on part définitivement pour un trek qui va relier du nord au sud 3 refuges qu'on voit là. Donc, on les relie à pied, mais à chaque fois, il y aura une étape où on fait une boucle. Donc, le but, c'est toujours d'un peu de se poser, etc. Donc, c'est 8 jours, 7 nuits. En autonomie, mais sachant que chacun des refuges a l'équipement de base pour justement qu'on n'avait pas à trop porter de matériel. Ça, c'est dans notre hébergement relax à Clearwater, sur le bord du lac, motel 2.0, donc c'est là qu'on passe les 2 nuits. Puis après ça, la journée d'exploration du parc, donc les chutes, entre autres les chutes de Helmkent. Moi, j'ai jamais réussi à prononcer ça, mais bref, des lieux importants comme ça. Puis on voit un peu une géographie différente. Donc, je disais tantôt, c'est un sol volcanique. Donc, c'est un type de roche différent que ce qu'on aura de la roche sédimentaire principale des Rocheuses. Donc, c'est dans un univers visuel différent, une géographie, même, on va dire, une végétation beaucoup plus luxuriante là, que peut le présenter les Rocheuses. On vise un départ chaque année au début juillet, donc justement pour faire un peu pour pallier là, à notre calendrier qui est plutôt en août, donc on préfère faire un départ en juillet, parce que aussi la neige est très tardive là-bas, donc les fleurs printanières émergent fin juin, puis une partie de juillet. Là. Donc c'est là que c'est très visuellement intéressant, très coloré. Et donc, c'est l'intérêt, un gros intérêt pour vrai, en tout cas, du moins au niveau visuel et olfactif peut-être, de randonner dans Wells Grey à cette période-là de l'année. Donc, on est de refuge en refuge, donc c'est refuges super bien organisés par une petite entreprise locale qui justement gère les 3, qui les apprivisionne, qui s'occupe de l'approvisionnement. Ah là là, j'ai un bug linguistique. Hein, donc, qui met de la nourriture finalement dans le refuge. Et si vous pouvez m'écrire, c'est quoi le bon mot? Et donc, tout ça est bien géré justement pour qu'on n'ait pas à traîner en plus la nourriture. Donc, on arrive dans le refuge, on cuisine, c'était tout équipé, comme vous pouvez à peu près le voir ici. Les groupes sont limitatifs, donc c'est entre 8 et 10. C'est très, très spécifique. Donc, parce qu'on va avoir de la place dans ces refuges-là. Et puis, on va faire soir et matin, bouffe dans le refuge et lunch, comme on a vu dans les autres formules, le midi, pendant les randonnées. Le paysage, petite mosaïque ici,
de ce paysage. Donc oui, on est dans les montagnes quand même. On est dans un univers peut-être un peu différent. C'est peut-être pas des pics des glaciers, mais c'est d'anciens volcans. Donc ça peut peut-être référer à des fois on a quasiment des petits coups d'œil de l'est, pardon, des États-Unis. Surtout, je pense beaucoup aux Adirondacks qui ont un peu cette même source géologique-là. Donc voilà, mais dans un contexte complètement immense là, que l'Ouest peut proposer. Donc voilà, il y a souvent c'est tracé principalement, peu tracé des fois, puis aussi des fois que du backcountry, donc on est dans pas de sentier, mais même chose, Jean-François Destination, lui, connaît parfaitement le territoire, ça fait des années qu'il guide là, a toutes ses certifications de l'Ouest pour justement vous amener en toute liberté là, dans ce territoire-là. Ça peut référer même un peu, je pense, au gros qu'on fait avec Caravanier. Là. Des fois, il y a une espèce de connotation et d'ambiance similaire. Phillips Lake, donc c'est une des étapes. Donc on a Trophy, Phillips Lake et d'autres endroits dans le sud-est. Et bien là, ça sera un endroit où on va rayonner à partir d'un refuge aussi. Donc encore une fois, l'ambiance reste dans le même style que les autres voyages. C'était juste dans ce cas-ci la formule que en refuge. Donc c'est en fait unique de pouvoir faire ça au Canada sans trop de complexité de logistique. C'est-à-dire que les refuges canadiennes ou l'Ouest ou le BC n'est pas construit, pensé pour des treks de longue durée, de refuge en refuge, comme on peut retrouver en Europe. Donc ça, c'est une particularité qu'on retrouve dans Wells Grey. En fait, c'est qu'ils ont construit des refuges pour faire une longue randonnée de plus d'une semaine. Donc, si on veut vivre cette expérience-là dans les Rocheuses, d'être dans une immersion territoriale unique, ben Wells Grey est quand même assez exclusif à ce niveau-là. Parce que sinon, dans nos autres voyages, ben on est oui, on va à un refuge à un moment donné, après ce long déplacement, hop, un autre refuge où c'est un hélicoptère, etc. Là, c'est accès en véhicule. On quitte le véhicule, puis on est parti pour 8 jours, complètement autonome, mais dans un contexte d'hébergement de dodo qui est confortable. Fait que voilà. Donc, ça peut avoir une idée de ces petits refuges-là. Donc, c'est pour ça aussi qu'on limite le nombre de participants à des petits groupes. Voilà. Donc, un peu l'ambiance, lac de montagne, paysage quand même alpin incroyable. Liberté de marcher où on veut, c'est quand même un immense privilège, là. Donc, on peut retrouver un peu l'ambiance de la Missouri qu'on a dans Dolce Vita ici. Mais tout ça, on va dire, beaucoup plus concentré. Donc, voilà en image notre voyage de Wells Grey. Ici, on voit justement le refuge, c'est un peu la perspective des refuges, où sont-ils, l'isolement dans lequel ils sont, etc. Donc, c'est là qu'on passe la nuit, tu sais. Voilà, c'est toutes ces formes. Et là, on voit le petit chalet à droite. Je peux vous donner une idée aussi du confort. Donc, qui dit chalet, refuge rustique, panneaux solaires, etc., dit bécosse. Donc, il faut aussi s'habituer à ça. On aura ça aussi quand on va être dans la rocheuse sauvage, le refuge à la fin. C'est ça. Dans le refuge à Miscouy qu'on a vu dans Dolce Vita, ben là, il y a des vraies toilettes. C'est un petit peu différent. Mais de décrocher de la vie, écoutez, là, il n'y a pas de réseau cellulaire aussi, donc ça fait du bien. C'est 11 jours ce circuit-là, c'est juste comme une belle déconnexion. Voilà, à la toute fin, à la sortie du parc, il nous reste comme une bonne partie de la journée. Il y a des superbes lacs. Des fois, on propose une activité de canot, exploration en canot, là, pour avoir un autre regard sur le parc de Wells Grey avant de revenir à Clearwater, faire une dernière nuitée, aller explorer un des 3 bons restos de la ville, là, parce que c'est à peu près ça qu'il y a, mais il y a des vrais bons restos. Et puis le lendemain, transfert à Kamloops, puis on revient. Donc on suggère souvent aux gens de, euh, de prolonger. Parce qu'à partir de Kamloops, on peut aller vers la vallée de l'Okanagan, on peut aller vers Calgary. Vous pouvez vous louer une voiture à partir de là, on peut vous donner des conseils, puis après ça, faire une extension pour compléter un beau 2 semaines ou un petit peu plus, un séjour dans l'Ouest canadien. Donc, si on résume ça, 11 jours de trek, 11 jours de voyage, 8 jours de trek, 7 jours en refuge. Donc, vraiment, on approfondit un lieu, on le fait de
à pied tout le long, donc un trek en itinérance, une particularité. On est dans un univers géomorphologique de glacier, oui, mais aussi volcanique. Donc ça, c'est très unique au Canada. Et on voit Kamloops, Clearwater, puis c'est un niveau 2+, donc par rapport au dénivelé qui est moindre que les autres, au territoire qui est moins extrême, on va dire en température, mais ça reste qu'il faut porter un minimum pour être autonome, donc c'est pour ça le petit plus. À droite du 2, et ça part du 12 au 22. Oh, pardon, 23, j'ai pas mis la date 20. Pardon, vous regardez sur le site internet, je l'ai pas corrigé, mais c'est dans ces eaux-là. OK. Je pensais l'avoir faite. Ça n'a pas enregistré, peut-être. Sur le site internet, la date, elle est affichée, ainsi que le prix pour Wellsbury. Voilà. Donc, si vous avez encore un petit peu d'attention, je prends quelques petites photos pour un petit teaser sur Valhalla Bogaboos. Donc, Valhalla Bogaboos dans la version 2.0. On a rebrassé un peu les cartes. Je suis allé personnellement dans les deux parcs cet été. Et puis, j'ai trouvé que c'était malade mental, le paysage qu'on avait là-bas. Donc, on est dans l'univers quasiment Patagonie, si vous voulez, mais au Canada. C'est des tours de granit et de roches hallucinantes, des falaises incroyables. Dans la même chose dans Valhalla. Donc, ces deux parcs-là ont un peu la même réalité géologique. Donc, l'idée, c'est de rejoindre ces deux parcs-là. Donc, si on résume rapidement le concept, c'est qu'on va sur Kelowna. On arrive dans la région des vins, une région que je connais super bien, Naramata, le lac de Penington, le parc de Skaha. Donc, des petits coins là où j'ai passé les dernières vacances pandémiques de plusieurs semaines là-bas. Donc, je fais découvrir un petit peu ces coins-là. On est dans l'épicurien, une petite affaire. Puis après ça, on continue Vallée l'Okanagan, Osoyoos, tout ça. On fait la route 3 pour aller se planter dans Valhalla. Valhalla, on part 4 jours en tout en autonomie complète, camping. Donc, ces deux séjours-là, en fait, ce séjour-là étant camping et autonomie. Donc, on a vu toutes sortes de types d'hébergement dans les trois autres formules. Voyage, ben celle-là, on voulait faire quelque chose de vraiment backpacker, mais quand même avec des pôles de confort avant puis à la fin. Donc, Valhalla, autonomie, backcountry et camping. Donc, on va aller plus sur la bouffe d'expédition, etc. Mais le plaisir de dormir dans des lieux tout simplement sauvages, puis au pied de parois comme ça, parce que ici, c'est une photo prise de la tente. Donc, tout ça commence un petit peu. En tout cas, là, j'ai juste des photos de Bogaboos. Voilà, là, vous pouvez regarder sur le site. Autour du village de Briscoe. Briscoe, c'est la lieu d'entrée. Donc, c'est le dernier petite supérette épicerie qu'on a avant de faire l'heure et demie, 2 heures de route pour se rendre au pied du stationnement, à l'entrée du parc finalement. Là, je vous montre des photos, vous allez voir pas mal de stock d'escalade. C'était un voyage a priori d'escalade qu'on a fait cet été, mais c'était pas dans un contexte de groupe. C'était un repérage en même temps, donc ce qui nous permet d'avoir un volet rando. Mais bon, c'est le même principe, c'est les mêmes images. Nos véhicules, à cause d'espèces de rongeurs qu'il y a là-bas, on est obligé de les protéger de la cage à poules, sinon on se fait manger les fils de frein. C'est toujours un petit peu surprenant, les fils de frein. Donc, il y a ça dans Valhalla, il y a ça dans les Bogaboos. Donc, c'est une chose à ne pas oublier de protéger son char pendant qu'on part quelques jours en autonomie. Donc, des petits ponts, la forêt, et on débouche sur cet univers-là. C'est littéralement des tours. C'est des falaises incroyables. C'est pour ça que c'est une destination d'escalade qui est très, très reconnue, Bogaboos. Et nous, l'idée, c'est de se poser dans 2 endroits là-bas. Donc, d'abord, le refuge Conrad Kane, donc qui est un refuge d'environ une trentaine de personnes qu'on a réservé. Et là, on va faire 2 jours d'exploration. Donc, dans un contexte de refuge qu'on faut. Puis après ça, on va bouger un petit peu plus haut. On va aller vers Appleby, un campement à 2450 mètres d'altitude. Donc, ça, c'est quand même dans les campements dans les Rocheuses, c'est quand même assez haut. Donc, campement, on amène 100% de la nourriture, on campe sur des capes de roche, cuisine d'expé. Donc, on a une expertise là-dedans, là, si je peux vous dire. Là. On sait rendre un lyophilisé agréable et bon. Et après ça, on part explorer à pied le territoire. Les photos de cette année, celles-ci, ont tous de la neige, alors que normalement, il n'y en a pas au mois de juillet. Mais ça, c'est la même neige qu'on a vue dans mes autres photos. Là.
Donc, cette année, je l'ai dit, ça a fondu le 15-20 juillet, là. Normalement, c'est sur la roche. Donc, que ça va être en 2023, je ne sais pas. Mais il faut savoir que la neige n'était pas tant un problème. On avait juste des guêtres là, pour éviter que ça rentre dans les bottes. Mais ça rendait le territoire puis le paysage quand même pas mal, pas plus beau, mais beau. En tout cas, ça, c'est certain. Campement Appleby et les parois autour. Donc, Bougaboo Spire, on a Pigeon Spire qu'on voit ici. Donc, c'est toutes des tours hallucinantes. Puis nous, le but en rando, c'est la rando, on va dire technique, parce que oui, on peut marcher sur la neige, ça se pourrait qu'on ait des crampons de marche. Des fois, on fait un peu de scrambling, on utilise les mains. Donc, c'est d'aller explorer tous les alentours de ces tours-là, parce qu'il y a toujours des cols qui permettent de faire le tour, revenir par un autre col. C'est du terrain de pierrier, pas tracé, etc. Des fois, quand je parle de scrambling, c'est ça, on va avoir des mains courantes, etc. Donc, c'est vraiment une immersion dans le territoire. Ça s'adresse à des gens qui veulent rehausser peut-être un petit peu plus le niveau de marche, pas tant dans la durée, dans la longueur, mais dans le type de terrain, si je peux dire. Encore cette photo-là, bon, c'est assez vertical, là, mais tout ça, il faut savoir que c'est protégé avec des mains courantes, là, puis une longe. Donc ça, il y a certains endroits où on va proposer ça. A priori, c'est de la marche technique, si vous voulez. Donc voilà. J'ai laissé quelques photos d'escalade, mais bon, c'est pas ça qu'on va faire pendant ce voyage-là. Ça donne une petite perspective là, de la verticalité des lieux. Je pensais les avoir effacés, mais bon, ça a l'air que non. J'ai dû pas enregistrer mon document, mais bon, vous voyez un peu le paysage et pour si jamais il y a des grimpeurs de roches dans les gens qui nous écoutent, je vous conseille absolument les Bugaboos pour aller faire ce beau sport. Voilà. Donc, j'ai définitivement pas effacé mes photos de montagne. Je suis désolé. On va vous les partager. Mais c'était donc l'expérience dans les Bugaboos cet été. Donc, nous, on propose 4 jours de rando. Donc, vous voyez en arrière-plan, là, ça, c'est Pigeon Spire, une super belle marche le long des crêtes, etc. Donc, on est vraiment dans l'univers de marche technique et non pas d'escalade, je tiens à le redire. Voilà, donc là, on en revient peut-être plus un peu dans l'univers de la marche. Et cette année, avec justement cette neige-là, la coloration des eaux à cause des bactéries, la neige, tout ça, c'était hallucinant, les couleurs. Donc, voilà quelques petites propositions qu'on aura à vous faire dans Bogaboos. Donc, ça se fait à partir de 2 emplacements. Le campement ici à Applebee's, qui normalement est pas recouvert de neige, et puis le refuge Conrad Kane un peu plus bas. Vous voyez un peu l'univers dans lequel on sera, tout ça avec de l'équipement fourni de haute qualité en camping. Là. Donc, on fournit des bons matelas exped, des tentes d'expédition, pas trop lourdes, mais quand même sont capables de résister aux conditions parce que ça vente bien dans les Bugaboos et dans Valhalla. Puis sinon, pour les autres étapes, on va être en plus en camping type véhicule, comme on a vu avec le van tantôt, donc un petit peu plus lourd. Et ça, qu'on fait le camping ou les autres étapes, on a vraiment l'équipement lourd qui est transporté par la van. Puis le volet bouffe, mais il est quand même super important. Donc, plus camping sur ce circuit-là, plus rando technique engagé. C'est vraiment, ça a été pensé comme ça. C'était pour pallier un paquet de voyages à l'époque de la COVID où on faisait, malheureusement, on n'avait pas l'occasion d'aller faire un peu de montagne parce qu'on était limité au Canada, c'est entre guillemets. Donc, les Valhalla Bugaboos permettaient bien ça. On a gardé un peu l'esprit. Donc, voilà pour ce trek-là. Donc, c'est en ligne en ce moment. Et ce sera du 4 au 18 juillet cette année. Donc, j'ai fait le tour de nos destinations de l'Ouest. Les prix pour certaines destinations vont être en ligne d'ici une semaine. Tout ça est sur la page Canada été. Et j'ai vu qu'il y avait quelques questions supplémentaires. Approvisionnement, oui. Mais bien sûr. Fait que, merci Nathalie. Et puis Wells Gray, oui, merci. Les dates sont bonnes, 4 au 14 juillet. Merci Nicolas d'avoir été voir sur le site. Donc, écoutez, merci de votre attention. Je me nomme François-Xavier Blot. Vous
pouvez retrouver. Et puis on a d'autres spécialistes hein, chez nous. On a Mariana Ledesma qui a fait pas mal plus Wells Gray que moi, Marie-Josée, qui a conçu, pensé Valhalla, Bogabooz. Donc, on a une petite équipe à l'interne là, qui peut vous aider pour soit en parler, discuter ou organiser évidemment ce voyage-là, mais ça sera chapeauté globalement par moi et peut-être guidé par moi aussi. Donc, ça sera un plaisir de vous rencontrer à ce moment-là. Donc, vous pouvez trouver mon courriel sur le site où je peux essayer de vous l'écrire si je ne suis pas trop brûlé. Du cerveau. En fait, je trouve pas la section chat, mais en tout cas. C'est donc fxbleau at caravani avec un s.com. Voilà, merci et au plaisir d'en reparler. Oh, il y a d'autres questions. Merci beaucoup. Parcours magnifique. Merci, OK. Merci à vous. C'est gentil.